Bienvenue dans La Tête aux Pieds, le podcast de la relation corps-esprit. Je m'appelle Adrien Mater et un dimanche sur deux, seul ou avec mes invités, j'explore comment la transformation de notre rapport au corps peut changer notre posture physique et mentale, nos relations, mais aussi la société dans son ensemble. This shit's gonna have nuts in it. C'est un mélange entre Moïse et Bernard Tapie. Say, let's evolve. Chips fall where they may. Pour le premier épisode de cette nouvelle saison, j'ai l'honneur de recevoir Mai Hua, réalisatrice des documentaires Les Rivières et Make Me a Man. Ensemble, nous parlons de son travail, mais aussi de féminisme, de lignée familiale, d'introspection et de croissance intérieure. Bonne écoute. Si je reviens sur Make Me a Man, j'avais, je pense, le désir profond de comprendre ce qui se passait dans un cercle fermé d'hommes, mais qui est pas le Rotary Club et qui est pas, tu vois, ambiance cigare, voilà, cigare et alors soit Fight Club, on se castagne, tout ce qui est autour du cage fighting en ce moment sur, tu vois, les sports de combat bien transpirants et tout ça, ou les cigares et les contrats et les chaussettes bien tirées. Et là, c'est un monde totalement différent. C'est un monde sensible, intime, et ce qui m'a transpercée en fait, c'est que donc Jerry, quand il a vu ce qui est arrivé avec MeToo, il a fini par comprendre. Alors attends, en fait, moi, il faut que je mouille la chemise là, parce que c'est pas tout de dire bah voilà ce qui se passe pour les femmes. Il faut qu'on change la culture masculine. Et je pense que j'ai quelque chose à dire dessus. Moi, ça faisait 62 ans que j'étais sur son dos, lui dire, mais il faut absolument que ce soit vu de tout le monde ce que vous faites. Et voilà, il y a eu un moment, il y a eu une conviction, tu vois, qui s'est développée. Et puis, voilà, on s'est dit, bah, le dispositif, c'est que moi, je peux pas filmer. Mais toi, en fait, tu peux filmer, d'autant que lui, ce gars-là, en fait, il est photographe, donc je pense qu'il peut filmer. Ce gars-là, il est ingé son. Ce gars-là, oui, il avait une équipe cinéma dans ses groupes de parole, en fait. Ah, donc c'était un projet qui a été réalisé par les membres du groupe. Ouais. Et après, ils étaient partis de leur côté, et puis ils ont commencé à vouloir monter, et puis en fait, ils savaient pas comment le monter. Parce qu'il n'y avait pas de réalisatrice. Et là, tada! Okay. Là, j'ai eu un petit piston. Donc, j'ai eu le job. Mais, voilà, Jerry m'avait vachement suivi sur les rivières. Et il adore mon travail. Et ils se sont dit, surtout, il faut absolument qu'on ait une femme. Et pas juste en tant que... Ça va ? Pas juste en tant que histoire de pas se faire attaquer, histoire de pas en token, ils disent ça les Anglais, mais certainement que elle va avoir une expérience et un regard que nous on peut pas avoir parce qu'on n'a pas été construit de la même manière. Et nous on veut pas du tout être dans un mouvement not all men. Donc voilà, il y a eu beaucoup d'hommes qui ont été sur la défensive après MeToo en disant non mais je suis hyper sympa. Oui, mais j'ai été violée, ça n'a aucun, tu vois, ça n'a aucune. Oui. Et si je te dis j'ai été violée et que toutes les femmes autour de toi, si tu les interroges, ont été violées ou agressées sexuellement, est-ce qu'on peut se dire qu'il y a un problème? Est-ce qu'on peut en parler? Ça ne veut pas dire que toi tu es méchant. Mais ça veut dire qu'on a quelque chose à faire ensemble là. Et Jerry voulait absolument, et moi aussi évidemment, que ce film serve ce propos de l'après-MeToo. Qu'est-ce qu'on fait ensemble, en fait? Qu'est-ce qu'on célèbre? Quelles sont les valeurs? Quel est le désir qu'on va créer à partir de la base, quoi? Tu vois, à partir de ce constat atroce et qui nous a tous sidérés de l'après-MeToo. Et donc, il s'est dit, il faut une femme avec cette sensibilité-là et qui est féministe aussi. Donc, avec un engagement politique que moi, j'ai développé après les rivières, parce que quand j'ai fait les rivières, j'ai pas du tout lu de choses sur le féminisme, j'ai rien lu sur l'inceste, je ne savais même pas en fait qu'il y avait un problème. Je pensais, comme tous les gens qui ont parlé après MeToo, que c'était un problème de notre famille.
Et voilà, quand tu relis les points, et c'est pour ça que beaucoup de gens disent l'intime est politique, bah, quand tout d'un coup les gens parlent de leur histoire intime, tu te dis mais attends, on est combien dans ce cas-là, quoi? Tout le monde, enfin, oui. Bah, en tout cas, on connaît tous des incestés et on connaît tous des incesteurs. Et c'est ça qui fait mal, en fait. Et donc, on a fait Make Me a Man. Et tu vois, quand j'ai commencé à regarder les rushs, j'ai été prise par des bouffées de colère. Parce que tout d'un coup, je me suis rendu compte que, en étant, en travaillant sur les femmes, sans dialoguer suffisamment avec les hommes, ou alors c'est juste un temps, tu vois, un pas après l'autre. Alors que je pensais l'avoir fait, tu vois. En fait, j'étais pas du tout prête à recevoir la vulnérabilité masculine. Mais alors, pas du tout. Et tout d'un coup, je me suis sentie mise en danger parce que mon territoire féminin, tout d'un coup, ils s'expriment aussi bien que nous, ils pleurent autant que nous. Ils ont les mêmes, tu vois, les mêmes questionnements, parce que voilà, moi, j'étais persuadée que des hommes qui se retrouvent en cercle de parole allaient parler de leur masculinité. Est-ce que je suis masculin? Est-ce que je suis pas masculin? Nanana. Et pas du tout, en fait. Les hommes qui viennent dans ce cercle-là, alors, il y a des cercles où on parle de ça. Mais là, le cercle de Jerry, c'est pas du tout ça. Le cercle de Jerry, c'est, je me suis encore engueulée avec ma compagne ou mon compagnon. Moi, j'ai l'impression que c'est le même pattern. Qu'est-ce qu'on peut faire? Aidez-moi. Je m'entends pas avec mon fils. J'y comprends rien du tout. Je viens de tromper ma femme. Comment faire? Je suis ruinée. Des choses qui arrivent aux femmes, qui arrivent aux hommes, qui arrivent à tous les humains, en fait. Ils viennent discuter et chercher des solutions et évoluer sur des problématiques qui sont totalement humaines. Moi, je trouve que c'est intéressant de montrer ce travail d'homme parce que, effectivement, probablement que ça arrive souvent quand les hommes se retrouvent ensemble et reproduisent les mécanismes un peu patriarcaux qu'on connaît. Mais que je pense que ce travail d'aller accéder à sa sensibilité, alors on voit juste les témoignages des gens, en fait, on ne voit pas le process, mais clairement ils y arrivent, qui s'expriment finalement comme des humains. Exactement. Ils ont une parole très très humaine, très très nue. Et que tu dis à un moment, there is no other side. Et donc je pense qu'effectivement il y a un moment où c'est important que les hommes et les femmes ils travaillent de façon un peu séparée pour se trouver, mais qu'il y a un deuxième volet du travail où en fait on va se rendre compte qu'il n'y a pas tant de différence que ça. Les parcours sont les mêmes, les violences subies sont les mêmes, parce que moi des hommes abusés j'en connais plein, des femmes abusées j'en ai rencontré beaucoup, plein, mais en fait des hommes abusés il y en a plus que ce qu'on peut croire. Bien sûr, parce que c'est encore plus tabou. Donc il est assez vraisemblable qu'il y a moins d'hommes abusés que les femmes, mais il est assez vraisemblable qu'il y en a, en tout cas beaucoup, dans les rivières, il y a un moment où j'en parle, j'étais partie d'une dichotomie homme-femme, alors qu'en fait la dichotomie c'est enfant-adulte. À quel moment en fait on a des vrais adultes? À quel moment en fait la société génère des adultes? Ou est-ce qu'elle les enferme dans une petitesse d'âme ou de mécanisme où en fait ils sont plus manipulables, ils sont pas très puissants en fait, et ils ont plus de 18 ans, on leur met des costards gris, mais bon, ils savent pas régler un conflit, ils savent pas avoir de relations. Enfin, qu'est-ce qu'on apprend vraiment aux enfants, tu vois? Certaines choses, mais pas d'autres. Et en fait, évidemment que les hommes peuvent subir des violences, y compris de femmes d'ailleurs. Oui, Jerry en parle. Donc ça, au niveau intime, bien sûr, mais c'est au niveau structurel, étatique, on peut pas comparer les statistiques. Et on peut pas nier que les agresseurs sont principalement des hommes. Oui, par contre, ça c'est infinitésimal, et que même les hommes agressés sont agressés par des hommes. En immense majorité par des hommes. Ça c'est clair et net. Donc, il y a vraiment quelque chose à réparer. Ça fait partie de mon travail. La question que je me pose, c'est pourquoi c'est autant? Qu'est-ce qu'il y a chez les hommes qui va pas pour qu'ils soient comme ça? Et c'est quoi c'est quoi la carence en fait? En fait, il y a plusieurs. Du coup, ça c'est vraiment toutes les études de genre qui ont été générées par les féministes, pas par d'autres penseurs pour l'instant. La culture patriarcale, c'est une culture de prédation. Prédation de la nature, prédation des femmes, prédation de tout en fait. Et donc, si tu veux, pour que cette prédation soit possible, il faut qu'on génère il faut qu'on crée du traumatisme en fait.
tu vois, quand on parle beaucoup de liens entre les luttes féministes et anticoloniales ou décoloniales, on va dire ça comme ça, plutôt décoloniales. Tu vois, tous les mouvements des leaders femmes amazoniennes nous inspirent beaucoup parce que c'est tout d'un coup sortir du patriarcat en ayant des propositions matriarcales qui sont des propositions profondément égalitaire, et ça c'est ce que j'ai découvert aussi dans le travail de Jerry, c'est que tu vois, il a une manière de gérer ses cercles de parole de manière tellement égalitaire, c'est hyper beau, tu vois, même si c'est un homme, en fait lui il est très matriarcal, et si tu veux, quand tu génères de la prédation, il y a qu'une seule manière de le faire, c'est la violence. Et pour avoir de la violence, il faut déconnecter les gens. Et donc, c'est là où tu crées du traumatisme. Il y a un exemple qui m'a beaucoup marqué quand j'ai préparé Make Me a Man, parce que j'ai rencontré d'autres hommes. Et en fait, c'est toujours la même histoire. C'est, moi, j'ai fait du boarding school quand j'avais 6 ans, donc les pensionnats, donc les fameux pensionnats anglais qui sont hérités de l'époque victorienne, mais qui ont été maintenus parce qu'il fallait qu'on crée des colons qu'on allait envoyer et qui allaient devenir des gens très très dangereux, tu vois, qui devaient maintenir. Pour un colon, il fallait avoir 200 personnes à gérer en exploitation dans les champs, donc il fallait créer des gens très très violents. Et pour le faire, en fait, les mômes, tu les envoies à 6 ans, 7 ans dans des pensionnats, ils voient plus leurs parents, mais 6 ans, 7 ans, mais t'es un bout de chou, tu vois. Maltraitance, on les met dans des chambres noires quand ils ont mal répondu, et donc tu crées de la déconnexion, et quand tu crées de la déconnexion, tu crées beaucoup de peur. Et quand tu crées beaucoup de peur, tu peux manipuler les gens comme tu veux, en faire ce que tu veux. Et donc, en fait, je pense qu'il faut vraiment qu'on ait ce débat sur la domination masculine, mais attention, en fait, parce que c'est pas les gentils contre les méchants. C'est pour devenir un dominateur, il faut avoir été traumatisé avant. Et donc, c'est là où la différence, elle va pas être homme-femme, elle va être entre les gens qui ont envie d'évoluer et les gens qui ne veulent pas évoluer, ou même peut-être qui ne peuvent pas. Oui. Parce que quand tu as été engagé profondément dans ce chemin-là, c'est très 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 dur de se réinventer, de perdre son pouvoir, alors qu'en fait tu perds rien du tout, tu vois. Oui. Nous, c'est ce qu'on dit, c'est qu'en fait, si tu laisses tomber cette domination et l'énergie accordée, parce qu'en fait, nous, ce qu'on dit, c'est ça te coûte très très cher de dominer, ça te coûte très très cher d'être riche. Si tu mets moins de temps là-dessus, tu vas en avoir plus pour tes relations, tu vas en avoir plus pour ton corps, tes pieds, ta tête, tes enfants. Et c'est là que tu vois, quand tu vas te retourner sur ton lit de mort, qu'est-ce qui va te rester ? Ça, en fait. Donc, voilà. Moi, je vois que... Non, mais je suis très d'accord, et j'avais déjà ce sentiment en t'entendant parler dans les films, que de ce que je peux constater, que ce soit effectivement soit au niveau physique, soit au niveau relationnel, que les hommes forts, ils perdent, en fait. Bien sûr. Donc, ils sont aussi, même s'ils ont des avantages symboliques, financiers, il y a plein de... En apparence, ils sont bénéficiaires du système patriarcal, mais dans ce que je peux constater, dans ce qui est intime, soit soi-même, soit avec l'autre, c'est un désert. C'est la cata. Et ouais, effectivement, c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs systèmes de domination, des hommes envers les femmes, ou des riches envers les pauvres, ou des blancs envers les autres, c'est l'héritage de la période coloniale. Et qu'à chaque fois, en fait, ceux qui dominent, bien sûr, ils dominent, mais est-ce qu'ils sont heureux ? Voilà, est-ce qu'ils ont une vie valable ? C'est ça. Et pour voir à chaque fois la carence que ça crée, en fait, non. En fait, le système, il est vraiment pourri dans son ensemble, pas parce que tout le monde en souffre, même ceux qui n'ont pas l'air. C'est pas les mêmes. Exactement. On est d'accord que on peut pas minimiser la souffrance de ceux qui sont opprimés, mais qu'il est vraiment pas viable, ce système, quoi. Il est viable pour un certain nombre de personnes. Mais un tout petit nombre de personnes qui, en plus, sont morts spirituellement, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Donc, et c'est pour ça que beaucoup de gens disent que cette culture de prédation occidentale, c'est un culte de la mort. Parce que c'est ça, en fait. C'est une obsession
qui est dirigé par nos peurs, la peur de mourir, la peur d'être dans l'inconfort, la peur d'évoluer et d'être toujours et en même temps ça crée de la beauté, ça crée de la splendeur, ça crée des très grands monuments, ça crée une culture spectaculaire. Mais voilà, à quel prix? Et donc, une industrie puissante. Exactement. Et donc, c'est vraiment essayer de comprendre que il faut qu'on ait un débat sur la domination masculine et sur la masculinité toxique. Mais attention, pour Jerry et moi, il y a masculinité toxique parce qu'il y a culture toxique, en fait. Et les hommes sont la vie des femmes a été beaucoup plus dure que celle des hommes, ça on peut pas le nier. Elle a été beaucoup plus dangereuse, mais c'est juste que les hommes sont moins perdants que les femmes, mais ils perdent aussi. Ils perdent quand même. Et tu parles de culture et ça, justement, moi je pense que j'ai un regard un peu différent sur les choses maintenant parce que j'ai eu l'occasion donc de faire du Vietnam par exemple. C'était un art martial vietnamien. Moi je venais d'un milieu où on faisait pas de sport et c'était très intellectuel et très blanc, très occidental, même s'il y avait des influences étrangères déjà, et là ça m'a ouvert à une autre façon de faire parce que c'était pas un sport, il y avait pas une compétition comme voilà à l'occidental, c'était traditionnel, donc il y avait un esprit plus profond selon moi qui infusait la pratique. Et puis après j'ai fait du yoga, voilà, il y a un rapport au corps qui est très différent, où c'est pas une performance, ou pas que en tout cas. Et donc toi, tu viens du Vietnam, et en quoi ça change ton regard, tu penses, d'avoir cette double influence culturelle? En quoi ça l'enrichit? Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est que il y a plein de double influences dans ma vie. Il y a ces deux pays, mais il y a le fait que mon père soit bouddhiste, ma mère est catholique, mais mon père est bouddhiste. Donc, c'est une toute autre vision du vivant, de la vie, de ce qui fait sens. Donc, il y a ce pas de côté qui existe chez moi depuis toujours. Et puis, pour nous, les immigrés, alors je sais pas si tu es immigré ou issu de famille d'immigrés, mais nous, en fait, t'as aussi toute cette agilité entre les deux. C'est pas juste avoir deux cultures, parce qu'en fait, quand je parle à mes potes qui sont immigrés du Togo, du Sénégal ou d'Haïti, en fait, c'est pareil. C'est-à-dire que il y a cet autre monde, mais surtout, tu sais qu'il y a d'autres mondes. C'est surtout ça, en fait. Et tu apprends à développer une agilité entre les deux, à comprendre comment t'adapter. Donc c'est tout ce truc d'adaptation, tu vois. Et donc ça peut se retourner contre toi. Oui. Dans l'hyper-adaptation et dans le fait de toujours chercher à gagner ta place, gagner ta vie, gagner ta place, avoir une position, etc. Mais si tu canalises bien cet apprentissage, ça t'aide à voyager entre plusieurs mondes. Et tu vois, on parlait d'ayahuasca tout à l'heure, et de retraite ou et de conscience altérée, même avec le yoga, c'est vraiment te déplacer avec agilité entre différents mondes, différents états d'être, différentes connexions au corps, à l'esprit. Et je pense que quand t'es enfant d'immigré, tu développes ça, tu développes cette fluidité et cette résilience. Tu vois, donc c'est pas juste les deux, voilà. C'est la capacité à passer et entre après, les deux. pour le Vietnam, je pense que ce qui m'habite, alors c'est ce truc d'être différente, et ça m'a toujours plu. Donc je dois dire que bien sûr qu'il y a eu du racisme, etc., mais ça n'est pas quelque chose qui m'a blessée. Tu vois, j'ai des amis qui ont été vraiment blessés, et qui le sont toujours d'ailleurs, par le racisme. Moi, ma blessure, elle était pas là, quoi. Pour moi, c'était génial d'être différente. Les copains, ils venaient apprendre à manger avec des baguettes, regarder l'hôtel des anciens, tu vois. Donc c'était m'apporter une différence. Ensuite, c'est le lien à la famille. C'est le lien aussi à la métaphore. Tu vois, les bouddhistes, ils ont une manière les enseignements du Bouddha sont toujours via des métaphores. Et c'est pareil, tu vois, ça crée un champ poétique. Qui n'est pas littéral, qui n'est pas du tutoriel, tu vois, de règle 1, règle 2, règle 3 pour vivre ta vie. C'est plus subtil, et voilà, c'est rentrer dans ça aussi, dans des messages subtils, dans des corps subtils, dans des corps énergétiques. Enfin, tu vois, ma mère, elle est acupuncteur, donc
Aujourd'hui, c'est un peu plus mainstream, mais bon, moi, à l'époque, tu vois, il y a 40 ans ou 30 ans, les gens étaient pas habitués à ça, ils savaient pas d'où ça venait, on sait toujours pas quelles sont les origines de l'acupuncture, tu vois. Donc, c'est aussi le grand mystère, c'est avoir du respect pour ce qui est mystérieux, c'est les fantômes, bien sûr. Donc, ouais, ça m'a beaucoup enrichi, la culture vietnamienne. Bah, quand tu parlais de poésie, effectivement, je trouve que c'est ça. Enfin, moi, c'est une des choses qui m'a marqué dans le contact que j'ai eu avec cette culture, et même dans les images dans les rivières. On voit, alors que c'est rien finalement d'exceptionnel, c'est la vie quotidienne. Mais ils sont à scooter, ils boivent un thé, ils sont quand elles se font les ongles. Mais pourtant, il y a quelque chose qui infuse. Enfin, moi, ça m'a. Il y a une époque de ma vie où voilà, c'était un peu difficile et c'est venu vraiment nourrir quelque chose. Et bah. Voilà, après j'ai vécu en Chine et tout, que ce soit la Chine ou le Vietnam, par le biais de l'art martial, ça avait quelque chose en plus, une saveur, une profondeur. Peut-être qu'il y a des choses bien aussi en Occident, faut pas opposer les deux, mais non, en tout cas c'est venu remplir quelque chose. Bien sûr. Et voilà, cette intelligence de l'être qui est pas forcément rationnel et cartésien. Et moi, il y a une scène qui m'a vraiment marqué. Je suis allé à Hanoï pour voir mon maître qui s'était installé au Vietnam avec sa famille. Et il venait de donner un cours dans un temple. Et donc, on était avec ses enfants et ma copine de l'époque. Il fallait traverser la rue. Sauf qu'il n'y avait pas de passage piéton. Et il y avait c'était la rue à Hanoï, des scooters, enfin, beaucoup de scooters et quelques voitures. Et il me dit, bon, on va traverser. Et on va traverser tout droit. Et et c'est eux qui s'adaptent. Voilà, on dévie pas. Et ça va bien se passer. Et bon, moi, je le suis depuis longtemps. Donc, je fais OK, d'accord. Et on traverse. Et donc, personne s'arrête. Les gens, ils continuent. Et pourtant, il n'y a pas une fois où il y a un truc, quelqu'un qui nous frôle ou un coup de klaxon. C'est les gens, ils ont le flow. Et toi, t'es clair. Parce que si tu fais du zigzag au milieu de la route, ça se passe mal. C'est pas surhumain. Mais alors qu'en France, il y aurait eu un carambolage. On serait tous morts. Voilà. Et donc, il y a ce truc du flow, à défaut d'un autre mot, où c'est normal. Et les gens, ils perçoivent, et il y a une qualité de perception et de sensibilité. Et c'est ça, vraiment, on en revient un peu à Make Me a Man. C'est ça qui manque dans cette masculinité un peu où il faut éteindre un peu les émotions, mais c'est... Ouais, mais tu vois, c'est le geste que tu fais et que les gens vont pas avoir, de fermer le poing et de contracter. C'est ça, le truc, c'est que là... Alors déjà, ce que j'ai compris avec Make Me a Man, c'est que comment dire, il y a chez nous, c'est bon, il y a tout un discours sur non mais c'est naturel, les hommes sont des prédateurs, sont des chasseurs et puis les femmes sont des cueilleuses, et alors qu'en fait, il y a plein de masculinités possibles. Et nous, on vit dans un modèle, mais qui est un modèle culturel. Et comme c'est de la culture, on peut totalement réinventer le truc. La question, tu vois, c'est ça, c'est de se dire, la masculinité est en fait une construction. Et ce qui me paraît passionnant, c'est que là, on est à un moment où on se dit, mais laquelle, tu vois? Qu'est-ce qu'on va créer ensemble? Et c'est ça qui est génial. Et là, on est dans un moment où il y a eu tellement de violence et tellement d'abus et tellement de désarroi qu'on est en train de se dire, bon, non, mais en fait, faut être humain. Et il y a quelque chose de très, très vrai là-dessus. C'est-à-dire que, non, mais en fait, est-ce qu'on peut développer de l'empathie? Est-ce qu'on peut développer de la compassion? Est-ce qu'on peut développer du soutien? Est-ce qu'on peut développer de la parole? Enfin, je veux dire, c'est pas parce que tu nais avec de la testostérone que tu peux pas avoir de l'empathie, de la tendresse et apporter du soutien ou même demander de l'aide. Tu vois, c'est totalement construit ça, que tu ne puisses pas avoir accès à ça. Les Anglais, ils disent « boys don't cry ». Donc c'est vraiment ça, mais c'est une telle violence. Enfin, c'est de l'abus en fait, tu vois. C'est de l'abus vis-à-vis des enfants, des petits garçons, de leur dire tu peux pas pleurer, quoi. Donc... Et il y a vraiment un truc, c'est ça, c'est comme si, en fait, retrouver sa sensibilité, c'est pas renoncer à la force. Mais pas du tout. C'est ça, on a l'impression qu'il faut opposer les choses. Et du coup, les cultures, enfin, la culture vietnamienne et les cultures asiatiques sont vachement dans ce flow, justement, ce que tu décris, dans le yin et le yang, dans une complexité inhérente, mais intelligente à l'intérieur de nous. Et donc, dire une chose ne veut pas dire qu'on puisse pas être sa complémentaire à un autre moment. Il y a une fluidité. À un moment, on est en colère. À un moment, on est joyeux. À un moment, on pleure. À un moment, on rit. Et c'est la vie, quoi. Et en fait, nous enfermer dans des rôles fait que notre construction culturelle nous demande de performer des genres avant d'être.
Tu vois, on développe pas les êtres, en fait. On développe des genres qu'on leur demande. Et en fait, ce sont des performances. Et en fait, ça nous tue de performer ta masculinité sans cesse, sans être, quoi, tu vois. Et donc, on devient des sortes de coquilles vides. Et je crois pas que ça... Enfin, nous, femmes hétéros ou ayant des potes, enfin, nos pères, nos garçons, on a tous envie que vous soyez heureux, épanouis. On n'a pas du tout envie d'une guerre des sexes. Enfin, tu vois, moi, c'est vraiment ce que j'ai senti dans ton travail et c'est ce qui m'a plu. Et il y a même un moment où dans Make Me a Man, c'est pour qu'on comprenne, il y a des témoignages face caméra. Ça se trouve, c'est hyper nébuleux ce qu'on dit. Non, mais regardez les films si vous comprenez rien. Regardez les films. Voilà. Et ça alterne avec donc des moments face caméra en intérieur sur un fond noir et tout, où ça me paraît très juste que les gens se livrent dans un cadre un peu intimiste. Et il y a des moments en extérieur sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale en France. Ouais. Et justement, je trouve que c'est intéressant de faire le parallèle entre la masculinité et la guerre. Bah oui. Mais ce que j'ai apprécié, alors j'ai pas fait l'armée, j'ai pas fait la guerre et tout ça, mais il y a quelque chose dans le combat qui, moi, a été fondateur pour moi. Et je pense que ça peut être positif pour les femmes aussi. D'ailleurs, il y a tout un truc sur la violence et le combat qui est vraiment très sain, je crois. Ça et le désir, c'est des forces fondamentales. On fera un autre podcast là-dessus. Avec plaisir. Mais en tout cas, oui, donc clairement, la Première Guerre mondiale, c'était pas quelque chose de bon pour personne. Mais qu'il n'y a pas... même un moment, tu dis que dans les cultures ancestrales, il fallait bloquer, parfois, il fallait savoir bloquer ses émotions à des moments. Bah oui, quand tu combats, c'est pas le moment où tu vas être en contact avec ta douleur, par exemple. C'est après ou avant. Mais par contre, qu'il y avait aussi des processus, des procédés qui permettaient, des rituels, une fois le combat terminé, d'évacuer ça. Parce que sinon, et ça, je crois que on en revient à ce truc de bloquer. En fait, c'est comme si les gens, ils étaient bloqués en mode combat tout le temps. Et donc, c'est pas possible physiologiquement même. Enfin, voilà, ça crée c'est très lié au trauma en fait totalement. Que la blessure momentanée devient un trauma qui persiste et qui se transmet de génération en génération. Mais qu'en tout cas, effectivement, il n'y avait pas de rejet en bloc, quoi. There is no other side. Et ça, je crois que c'est le vrai chemin. Je crois, Mike, que c'est l'heure. Okay. Donc, je te remercie beaucoup. Est-ce qu'avant de partir, tu aurais quelque chose à recommander aux auditeurs? Alors, ça peut être une recette, un livre, un film, Les Rivières, par exemple, ou Make Me Man. Regardez nos films, bien sûr. Bien sûr. Et est-ce qu'il y a autre chose? Oui, il y a autre chose. Il y a un livre qui nous a beaucoup guidés pour Make Me a Man sur la masculinité et les masculinités, et je l'ai fait lire à plein d'amis, hommes ou femmes, et vraiment ça les a transpercés à chaque fois, comme ça nous a transpercés, ça a guidé la réalisation du film. C'est Bell Hooks, et c'est La volonté de changer. Et c'est un livre magnifique, et vous allez avoir 1 million d'épiphanies. C'est magnifique, vraiment. Donc, je conseille ce livre. Je vais passer à la librairie en sortant. Merci beaucoup, Maï. Il y a encore beaucoup de choses. En fait, je suis en train de me rendre compte, ça se termine et je me dis, c'est comme quand tu rentres à coquille. Non, mais vas-y, on peut en faire une dernière si tu veux. Non, mais, je sais pas. On peut en faire une dernière. Allez, une dernière. Et justement, tu vois, parce que tu as fait un travail thérapeutique, avant les films et depuis. Il y a une dernière question que je voulais te poser. Enfin, il y a une question que je voulais te poser. C'est, quelle est la place du corps dans tout ça, dans toi, dans ta pratique? Est-ce que, au-delà des constellations familiales et des thérapies, t'as pratiqué, je sais pas, le yoga ou la méditation, des choses comme ça? Ouais, alors tu vois, par exemple, la fin des Rivières, je pouvais plus monter avec mon monteur, qui était hyper frustré de pas finir le film, parce que je pouvais plus lui expliquer. Tout passait par mon corps. Tu vois, vraiment, c'était les sensations de mon ventre qui me disait c'est juste, c'est pas juste, et tout était à la microseconde. Tu vois, un montage, c'est de la dentelle quand tu regardes une timeline. Donc j'ai appris à développer une relation à mon corps qui peut m'accompagner jusque là, en tout cas. Et sinon, j'ai pas assez de pratique. J'ai un corps hyper costaud, quoi. Donc je fais beaucoup de vélo, je fais de la danse, je fais du yoga, mais j'aimerais encore plus, en fait. Mais j'adore mon corps. Mais je crois.
Tu vois, à force j'ai vraiment pratiqué dans plein d'endroits avec plein d'écoles, avec des maîtres et tout, c'était formidable. Mais finalement, je me rends compte que le but, c'est peut-être ce que tu décris là, d'être devant un ordinateur et que ton corps il dise, bah ça tu prends, ça tu prends pas. Ouais. Parce que c'est fou, ça. Il y a une phrase qui m'est venue il y a pas longtemps, c'est en fait la technique, c'est pour quand tu sais pas faire. Quand t'as besoin de il y a un moment t'as plus besoin de la technique. Exactement. Et les enfants, les animaux, ils ont pas de technique en fait. C'est les adultes, pas adultes dont tu parlais, les adultes enfants. Enfin, on n'a pas besoin de compliquer les choses. Il faut revenir à quelque chose de vraiment très viscéral. Et on sait que le ventre en fait c'est le deuxième cerveau, ou peut-être le premier cerveau. Et si on apprenait à écouter tout ça, ce serait mieux. Ça devrait s'appeler la tête au bide le podcast. Merci infiniment Maë, bravo pour ton travail parce que je pense que c'est important et bravo d'avoir persévéré parce qu'on n'a pas parlé de ça mais pour la diffusion c'était compliqué et tu as persévéré et voilà, l'œuvre elle est portée par l'émotion que ça provoque chez les gens et donc ça se diffuse et ça coule au bout de 2 ans ça continue de couler et donc soutenez. Ok et donc merci encore parce que c'est vraiment essentiel et soutenez déjà, pardon, excuse-moi. Et ce 3e film, alors, il sort quand? On peut le voir quand? Alors, je pense que ça va sortir à l'automne. C'est bientôt. C'est bientôt. Ouais, on a tourné, on est en montage, donc bon, je dis ça. Je suis très très lente, donc peut-être que les engagements que j'ai pris seront peut-être pas. Ok, mais on verra. On va rester. Et comment on peut suivre? Comment on peut être tenu au courant? Alors, en fait, j'ai été très très présente sur les réseaux sociaux et notamment mon compte Instagram, my_ua, HUA. Et là, je suis en train de réévaluer le truc. Je sais pas encore. J'ai besoin de. Là, j'ai aimé être déconnectée ces derniers mois et ne pas avoir ces micro-pensées permanentes sur le contenu à faire et sur il y a quelque chose de malsain là-dedans. On va te trouver en tout cas. Et t'avais un blog? Oui, tu voilà. Toujours sinon, sur ton blog alors j'écris plus sur mon blog, mais vous pouvez retrouver toutes les informations sur les 2 sites internet des films. Ouais. Alors sur mon blog myua.fr, dessus vous aurez tous les posts que j'ai déjà écrits sur tout mon cheminement, sur le cheminement des rivières. Il y a des centaines de vidéos parce que en fait j'ai ouvert le blog il y a 12 ans maintenant. Donc j'ai fait 300 vidéos, je pense, de portraits de gens, de voyages. Donc il y a beaucoup de belles choses. Enfin, j'espère que ça vous plaira. Et puis il y a les liens vers les rivières et Make Me Human. Ok, qui sont donc on peut les louer, il y a pas ou même les acheter c'est en digital, il y a pas besoin d'acheter les DVD donc c'est très facile. Donc vraiment je vous invite à le faire, c'était une expérience incroyable. Et sinon il y a les livres de Jerry Hyde, mais c'est pas traduit en français encore. C'est pas encore traduit en français. Pas encore. On y travaille, Ah ouais. Bon bah c'est super. Donc aucune excuse, voilà, vous pouvez trouver Maïhua et Jerry très facilement. Merci beaucoup. Merci Adrien. C'était adorable. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté La Tête aux Pieds. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Si ça vous a plu, mettez une super note, partagez et parlez-en autour de vous. Pour pratiquer avec moi, rendez-vous sur adrienmater.com et suivez-moi sur Instagram. Pour soutenir La Tête aux Pieds, vous pouvez contribuer dans ma cagnotte Patreon. En attendant, prenez soin de vous, gardez les pieds sur terre et la tête sur les épaules.